Bon, on est rendu là, dans le dernier stretch de la session. Il nous reste trois, quatre cours à faire. Alors ça, aujourd'hui, on fait soins aux mourants. Soins aux mourants incluant là, les soins palliatifs et tout ça. Donc, je vous mets pour tout de suite une définition de ce que c'est les soins palliatifs. On a déjà une idée euh, de, déjà préétablie de ce que c'est les soins palliatifs. On pense que les soins palliatifs, c'est les soins en fin de vie, c'est seulement les soins en fin de vie, mais en vrai, les soins palliatifs, c'est à partir du moment où le patient a un prognostic sombre, ou on appelle ça un prognostic réservé, ça veut dire qu'il est atteint de quelque chose duquel il ou elle ne guérira pas, quelque chose qui va finir par l'emporter éventuellement et qu'il n'y a pas de traitement curable pour ça. La plupart du temps, c'est des cancers, mais ça peut être des maladies dégénératives, ça peut être des maladies cardiaques, ça peut être des maladies respiratoires. Alors, à partir du moment où on a ce prognostic sombre-là, on peut faire partie de ce qu'on appelle les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est pas seulement je suis à l'hôpital dans un lit à attendre de mourir. C'est une période de la vie de ce patient-là où il va falloir apprendre à vivre avec ce prognostic-là, essayer d'avoir une vie la plus agréable possible, la plus douce possible. Donc, une grosse partie des soins palliatifs sera de soulager la douleur et augmenter le confort. On va essayer de soulager d'autres symptômes physiques qui pourraient venir avec la pathologie spécifique, mais en gros, on veut que cette personne-là soit le plus confortable possible jusqu'à la fin. Euh, Là, on va voir ici que je viens de vous dire que les soins palliatifs, ça englobe toutes sortes de soins qui sont dispensés à un patient qui a un prognostic sombre ou un prognostic réservé. Comme je vous ai dit, c'est pas juste les cancers, ça peut être certaines maladies dégénératives aussi, certaines maladies respiratoires comme tout ce qui est MPOC, on peut être déclaré palliatif à un moment donné. Les soins en fin de vie, c'est une partie des soins palliatifs, c'est quand la personne est beaucoup plus proche de la mort, est relativement proche de la mort. D'habitude, là, on parle de semaines, de quelques mois, là, mais sans plus. Ça, c'est ce qu'on considère la fin de vie. Tandis que l'agonie, c'est vraiment la fin. On parle des minutes, voire des heures qui précèdent la mort. Donc, ces trois trucs, l'agonie, c'est inclus dans les soins palliatifs. Les soins en fin de vie, c'est inclus dans les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est le tout. Donc, je vous mets ici une petite image des soins palliatifs qui englobent les soins en fin de vie. Et l'agonie serait un petit point ici. L'agonie. Donc, l'agonie, c'est vraiment une partie, une infime partie des soins palliatifs. Ça ne veut pas dire que tous les soins palliatifs tournent autour de l'agonie. Pas du tout. L'agonie, c'est vraiment une infime partie des soins palliatifs. Donc, c'est quoi les objectifs? Essayer que le patient ait la meilleure qualité de vie possible, même pendant les dernières minutes, même pendant les dernières heures. On essaie que ce patient-là soit le plus confortable possible, le moins souffrant possible. Les soins palliatifs, là, ça peut être vraiment, surtout au début, là, ça peut être vraiment de très longue haleine. On parle de soins palliatifs, ça peut durer des années. Si on s'enlève dans la tête l'image que les soins palliatifs, c'est un patient qui attend la mort dans un lit à l'hôpital, si on voit le plus gros, la plus grosse image globale des soins palliatifs, on se rend compte que ça peut durer vraiment longtemps. Donc, on considère que les soins palliatifs, ils soutiennent la vie, considère que la mort, c'est un processus normal. Donc, la philosophie des gens qui travaillent en soins palliatifs et la philosophie des soins palliatifs en général, c'est qu'ils ne retardent ni ne hâtent la mort. Donc, vous allez voir, il y a un gros paradoxe avec
la loi sur les soins palliatifs qu'on va voir dans la prochaine diapositive, où on a l'aide médicale à mourir qui va un peu à l'encontre de la philosophie des soins palliatifs. Ensuite de ça, on essaie d'atténuer, dans les soins palliatifs, on essaie d'atténuer les manifestations physiques de la maladie, la douleur étant la plus importante, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. L'excédent de sécrétion, les, les bouches sèches, l'anorexie, les douleurs, ben là, je reviens à douleurs, mais les problèmes intestinaux, ça fait toute partie des manifestations physiques qui viennent avec les soins palliatifs et les soins en fin de vie. On essaye d'intégrer le plus possible l'aspect psychologique et spirituel des gens parce que chaque personne vit le deuil de façon différente selon ses croyances, selon comment il a été élevé, selon sa religion. Et faut à la limite, quand on travaille en soins palliatifs, être un peu au courant de tout ça parce que des fois, ça peut aller à l'encontre de ce que nous, on croit, de ce que nous, on voudrait, mais c'est pas nous qui étions couchés dans le lit, c'est pas nous qui est en train de mourir. Donc, il faut vraiment se plier aux croyances et aux demandes des gens qui sont sous nos soins. Les soins palliatifs, ça offre en gros un système de soutien autant pour le patient que pour la famille parce que accompagner un être cher dans la maladie jusqu'à la mort, c'est une épreuve épouvantable. Donc, l'infirmière qui travaille en soins palliatifs va autant avoir à soutenir le malade que sa famille. Je sais que c'est comme ça dans tout, mais il reste qu'en soins palliatifs, il y a un petit spécial, là. Alors, tantôt, je vous ai parlé des lois, entre autres, la loi sur les soins en fin de vie, qu'elle s'appelle. La loi sur les soins en fin de vie. Moi, j'ai fait ma ligne croche un peu, hein. Oups, là, je voulais l'effacer, puis j'en fais une autre. La loi sur les soins en fin de vie. Cette loi-là contient 4 items. Les soins palliatifs, l'aide médicale à mourir, la sédation palliative et les directives médicales anticipées. Là, d'entrée de jeu, je vais vous dire que cette loi-là est en ce moment même en train d'être amendée au gouvernement pour que les critères d'adhésion à l'aide médicale à mourir et les directives médicales anticipées soient ouvertes et soient un peu plus, je vais dire, faciles d'accès pour certaines populations. Puis je vais en parler un petit peu plus tard. Alors, dans la loi des soins en fin de vie, les soins palliatifs, ça existait déjà. Là, vous allez me dire pourquoi ils ont mis ça dans la loi. L'idée, c'était de s'assurer qu'il y ait au Québec, partout, un accès aux soins palliatifs. Avant cette loi-là, il y avait des régions où les soins palliatifs n'étaient pas accessibles. Donc, depuis la loi sur les soins en fin de vie, qui est là depuis, si je me souviens bien, 2016, toutes les régions du Québec ont des lits officiels de soins palliatifs. C'est au prorata de la population. Donc, c'est sûr que dans une région où la population est vraiment petite, on n'aura pas des tonnes et des tonnes de lits de soins palliatifs. Puis où la population est beaucoup plus grande, il y aura plus de lits de soins palliatifs. L'idée, c'est qu'il y ait des lits et du personnel formé pour pouvoir prendre soin des gens en soins palliatifs. Donc, ça venait avec la loi sur les soins en fin de vie au niveau des soins palliatifs. L'aide médicale à mourir, c'est vraiment un aspect nouveau. C'est depuis 2016 que c'est possible. L'aide médicale à mourir, c'est vraiment la personne, elle doit remplir certains critères, mais la personne demande à ce qu'on lui administre quelque chose qui va la tuer, qui va arrêter sa vie. Et si elle remplit les critères, elle a le droit à ça. Et puis, le médecin ou la médecin va injecter à ce patient-là un produit qui va faire que sa vie va s'éteindre. Puis c'est instantané, là. On parle de secondes, voire de minutes. Alors, il y a quand même plusieurs critères. Entre autres, il faut être apte et majeur. Donc,
tout de suite, avec le premier critère, on élimine beaucoup de personnes. On élimine les gens qui voudraient, dans un moment de lucidité, quelqu'un qui est Alzheimer, dans un moment de lucidité, qui voudrait demander l'aide médicale à mourir, ne pourra pas la demander. Ça l'élimine les patients qui n'ont pas 18 ans, même s'ils ont plus que 14 ans et ont le droit de signer un consentement, même s'ils sont atteints d'un cancer, qui sont en fin de vie, qui sont dans des souffrances atroces parce qu'ils sont mineurs, ils ne pourront pas le demander. Ensuite de ça, il faut être assuré par l'assurance maladie. Bon, ça, c'est relativement simple. Il faut être apte et majeur. Il faut être atteint d'une maladie grave. Avant, il fallait être atteint d'une maladie en fin de vie. Maintenant, il faut être atteint d'une maladie grave avec aucune chance de guérison. Donc, avant, ça n'incluait pas les maladies dégénératives. Maintenant, ça les inclut parce qu'on peut être atteint d'une sclérose en plaques sans nécessairement être en fin de vie. Avant, le critère, c'était être en fin de vie. Donc, être assuré par l'assurance maladie, être apte et majeur, être atteint d'une maladie pour laquelle il n'y a pas de guérison possible. Il faut être atteint de souffrances incommensurables, que ce soit psychologique ou physique. Et le cinquième critère, que j'arrive pas à me souvenir, mais il y en a un autre, si ça me revient, je vais vous le dire. Alors, il faut rencontrer tous ces critères-là en ce moment pour pouvoir se prévaloir de l'aide médicale à mourir. Ce qui est en train de changer en ce moment, c'est la partie apte. Parce qu'il y a des gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer précoce, ça veut dire qu'ils sont atteints de la forme génétique de la maladie d'Alzheimer, qui savent là, qu'ils vont vraiment être dément rapidement, que ça va être très problématique et qui veulent demander l'aide médicale à mourir, mais d'avance, dans les directives médicales anticipées. Les directives médicales anticipées, c'est tout ce qu'on veut qu'on ait comme soin plus tard. On le demande d'avance pour au cas où qu'on soit inapte plus tard. Disons, moi, là, si un jour je suis très malade, je veux pas qu'on me réanime. Je peux mettre ça dans mes directives médicales anticipées, mais je ne peux pas en ce moment mettre dans mes directives médicales anticipées quand je serai inapte et incapable de prendre soin de moi, je voudrais l'aide médicale à mourir. C'est ça qui est en train de changer en ce moment. C'est pas fait, mais c'est en processus, je vais dire. La sédation palliative continue, c'est comme un peu un entre-deux entre on fait rien en attendant la mort et on demande l'aide médicale à mourir. Ce que le médecin va faire à ce moment-là, c'est qu'il va mettre le patient dans un coma, dans un état de sédation complet. Le patient ne doit pas être éveillé à aucun moment. Puis c'est pour, en gros, c'est pour diminuer les souffrances. C'est pour des patients qui ne répondent pas bien à la médication, qu'on n'arrive pas à soulager et qui veulent juste en finir, mais qui ne sont pas prêtes à faire l'aide médicale à mourir. La sédation palliative continue, c'est on va vous endormir, puis on va attendre que la mort vienne de façon naturelle. En principe, on n'est pas supposé être sous sédation palliative continue très, très longtemps. Donc, c'est quelque chose qu'on donne aux patients qui sont vraiment près de la fin. Ce que je voulais dire aussi, avant que j'arrive à la fin de mon 15 minutes, c'est qu'il y a une grosse différence entre l'aide médicale à mourir et l'euthanasie ou le suicide assisté. Le suicide assisté et l'euthanasie, c'est illégal au Québec ou au Canada. Le suicide assisté, ça serait le médecin vous donne ce qu'il faut pour vous suicider et vous l'apportez chez vous, puis vous décidez quand est-ce que vous le donnez. Ça, c'est du suicide assisté, c'est illégal au Canada. L'euthanasie, c'est sans que vous l'ayez demandé, on va vous injecter quelque chose pour vous tuer. Comme on fait un euthanasie, un chien, le chien ne nous demande pas de se faire tuer, c'est nous qui l'amenons chez le vétérinaire, c'est nous qui prenons la décision pour lui. Ben ça aussi, c'est illégal. Ben, pas pour les chiens, mais pour les humains, c'est illégal au Canada. Donc, c'est comme l'aide médicale à mourir, c'est la personne qui le demande pour lui ou pour elle, et c'est le médecin qui l'administre. Je vais arrêter mon vidéo parce que j'arrive
proche du 15 minutes. On va continuer dans la prochaine capsule.